Tikaïdia Fakoli. Mais quand tu as regardé la vidéo, toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Parce que je pense que toi et moi, on a quelque chose en commun. Mais du coup, à travers cette vidéo-là, les extraits, les extraits différents, quel extrait t'a plus parlé? Je pense que c'est le premier extrait, là où les deux vieux étaient en train de discuter. On voit réellement que c'est des hommes, mais c'est quelque chose qui s'approprie parce que c'est une réalité, ça les touche. C'est pas leur fille forcément, mais c'est leur petite fille. Mais c'est là qu'on comprend que même si aujourd'hui on combat ce fléau, il ne va pas être gagné sans les hommes. Parce qu'en fait, chez nous, l'homme est vraiment très important et sa parole est très prise en compte au sein de notre société. En Afrique, l'homme en tant que chef de famille, tantôt, il ne consulte même pas la femme ou les femmes pour prendre une décision. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, les pays là où l'excision est le plus pratiquée, si les hommes décident que l'excision cessera, il cessera tout simplement. Les femmes n'auront rien à dire. Mais je pense que, encore une fois, je ne comprends pas comment des personnes qui savent réellement et pertinemment que c'est un fléau qui est dangereux, qui est grave pour l'épanouissement, pour plein de choses, qui a des conséquences très atroces pour la femme, pour son évolution et tout. Mais quand même qui accepte jusqu'à présent de perpétuer ce mal au nom de juste garder les traditions, la culture. Parce qu'en fait, des fois, ils arrivaient à manipuler il y a 10 ans, 15 ans en arrière avec les religions. C'est l'islam, et c'est le christianisme. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tellement éclairés en tant que femmes, et avant d'ailleurs les textes coraniques, ils n'acceptaient pas que nous les femmes, on arrive à un certain niveau d'études pour juste pouvoir manipuler avec. Aujourd'hui, je vais un peu sortir du cadre, on va te dire si tu refuses le sexe à ton mari, c'est que les anges et les prophètes, Dieu va te maudire. Nous savons que c'est archi faux, donc nous avons les informations bien claires. Nous savons que ce n'est pas la religion musulmane, ni le christianisme, ni aucune religion d'ailleurs qui te dit d'enlever, d'exciser ou de mutiler une femme. Donc, celles qui ont compris qu'ils ne sont pas encore manipulables se sont levées pour dire, bah, écoutez, on va se battre pour que cela s'arrête. Maintenant, celles qui sont là, encore une fois, sous l'emprise de cette pratique, du patriarcat, qui veulent faire perdurer, en fait, parce que ces gens pensent que si on arrête aujourd'hui d'exciser les femmes, c'est qu'ils vont perdre un certain pouvoir sur les femmes. Alors, c'est pas vrai. C'est juste en fait continuer, perpétuer en fait les douleurs. Aujourd'hui, combien de jeunes filles meurent sous les coups des couteaux? Combien de jeunes filles meurent sur les tables d'accouchement, dans des zones reculées, rurales, où on n'a pas d'infrastructure? Franchement, le mal, il est très profond et il est réel. Et moi, encore une fois, je disais tantôt que j'ai vécu cela depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années d'ailleurs. Mais il y a seulement 3 mois que j'arrive encore pas à oublier, j'arrive encore à réaliser réellement que j'aide les gens à libérer la parole et que moi-même j'avais besoin de libérer la parole parce que j'en ai jamais parlé. Pourtant je suis une victime, pourtant je le ressens tous les jours dans mon fort intérieur, même si je n'en parle pas, mais j'en souffre en fait. Et moi qui aide les autres, qui m'aide en fait à en sortir, qui m'aide à parler. Et pour vous dire, je me bats depuis plus de 10 ans en tant que militante féministe, mais je n'ai jamais parlé étant une victime. J'ai toujours parlé en tant qu'une personne qui milite pour les autres, en tant qu'une personne qui a besoin que les autres guérissent pendant que moi-même je souffre, je suis malade. Et encore une fois, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la première assemblée à laquelle je participe à laquelle je participe, mais je pense qu'aujourd'hui encore,
Cette assemblée m'a ouvert les yeux. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde et que je me retrouve entourée des personnes que je fais confiance, peut-être qui m'écoutent, qui comprennent ce que je suis en train de dire, mais encore une fois, nous avons besoin d'être écoutés. Les victimes, on n'en fait pas de trop, parce que à chaque fois que tu en parles, moi, il y a 2 semaines, j'ai voulu en parler avec une tante qui m'a dit, mais pourquoi tu n'en parles pas depuis tout ce temps? Pourquoi c'est maintenant seulement tu veux ramener en fait ce sujet sur la table? J'ai dit, en fait, la discussion est arrivée, c'est quand j'ai dit, si aujourd'hui j'ai les moyens, je vais me faire réparer. Elle m'a dit, mais pourquoi tu en as besoin forcément? Mais tu n'as pas besoin de ça, tu n'es pas malade, tu vas très bien. Je dis non, tu ne sais pas si je vais bien ou non. Ça, c'est très privé, c'est tellement intérieur qu'on ne peut pas dire à une personne, tu ne connais pas la douleur de telle chose parce que tu étais un enfant. Mais quand j'ai entendu dire tout à l'heure, j'ai été victime de cela depuis 1 mois, et je sais pertinemment que cette douleur, vous ne l'avez pas connue. Et moi, c'est mon subconscient, encore une fois, qui n'arrive pas à oublier cette douleur. Et je sais que cette partie de moi manque et je ne serai pas bien tant que je n'aurai pas, on ne me restituerait pas cette partie comme à Lévi. Bravo. Moi, je te trouve très courageuse, sincèrement, d'avoir pris tout ce temps pour prendre soin des autres, alors que toi-même, c'est connu aujourd'hui que physiquement, biologiquement, le corps garde des traces sur le moment un peu des douleurs infligées même dans l'enfance. Et au moins que tu puisses en parler là, c'est déjà très bien. Parce qu'au moins tu l'as sorti. Maintenant, la route peut être longue, elle peut être assez sinueuse, mais à partir du moment où tu as décidé d'en parler, tu as décidé de... Parce que tu es allé voir au plus profond de toi pour te dire, là, je vais parler de moi. Tu te mets au centre. C'est pas l'autre, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ce que tu as fait déjà un grand pas. Et ça, c'est difficile pour toutes les victimes de quoi que ce soit d'ailleurs. Se dire, là, c'est moi. Ça, c'est difficile et tu as fait ce pas. Tu sais, tu devrais être très très fier de toi. C'est ça. Et tu sais pourquoi je me permets de te dire que tu dois être fier de toi? Je le dis souvent, tu es la personne la plus importante de ta vie. Quoi qu'il arrive, on peut être mère, on peut être femme d'eux, on peut être l'ami d'eux, et quoi qu'il arrive, tu dois te centrer. Et aujourd'hui, si tu le fais, c'est parce que tu as compris, tu ressens ces besoins. Libérer la parole, en fait, je dis, là, tu l'as fait à travers ton livre. Parce que c'était ta thérapie à toi, c'était ton processus à toi, et tu dois continuer. Je pense que la vidéo, j'ai bien compris pourquoi c'est la première partie, vraiment le premier extrait qui t'a fait sens, mais parce que c'est ça. C'est que malheureusement, on nous a fait croire, et on veut toujours nous faire croire qu'on doit être excisé. On doit être excisé, on le sait, hein, on s'arrête à l'Afrique de l'Ouest, et ça, la présidente de GAMS vous expliquera pourquoi l'excision n'est pas qu'en Afrique de l'Ouest, et malheureusement elle est étendue ailleurs. Et pourquoi on continue ce combat? Parce que nous, on sait les répercussions. Et toi, tu le vis. En fait, malheureusement, j'ai juste envie de te dire que si tu as aidé les autres, c'est parce que tout simplement, tu camouflais ta peine. Et tu avais le sentiment que tu ne serais pas aidé. Tu avais le sentiment que aider l'autre, ça serait ta thérapie à toi. Et finalement, non. C'est en libérant la parole, en prenant le temps, en posant des mots, et que tu vas te sentir mieux, et que tu es en train de faire ce cheminement-là. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais le plus important, c'est que tu arrives à la destination finale. Et là, tu es dans le cheminement. Je suis tellement fière de toi, parce que je viens de te découvrir. Tu as pris tes 2 pieds, et tu t'es dit, je vais aller à cette table ronde pour échanger. Peut-être que tu n'allais pas parler de toi, mais tu allais peut-être parler de ce que tu milites, de ce que tu fais. Mais c'est un grand pas. Et c'est là où tu sais que tu es une grande dame. Quand on parle de soi,
c'est être vulnérable. Et quand on est vulnérable, c'est pas forcément une faiblesse, c'est une force. Donc, sois fier de toi. Merci. Il y en a qui ont vu le film, peut-être que vous pouvez réagir, madame par exemple. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et si vous pouvez vous présenter aussi. Voilà, vous présenter parce qu'on n'a pas fini les présentations. Je ne connaissais pas cette association, je l'ai connue à travers une affiche. Ouais. Je suis drancéenne depuis 20 ans, donc je m'intéresse à ce sujet-là parce que j'avais 10 ans quand j'ai vu un reportage. Je ne devais pas être là devant la télé, mais j'y étais malheureusement avec ma mère. Et c'est un reportage qui était justement sur l'excision. On voyait faire et on voyait, j'ai encore le cri de l'enfant en mémoire. Donc j'avais 10 ans, je suis une femme maintenant et ça m'est resté. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui parce que le sujet me tient à cœur. Je sais que ça, malheureusement, dans le monde, ça se pratique encore, même s'il y a des interdits. En France aussi, je sais que j'ai entendu des choses. Bien sûr. Voilà. Donc je compatis à 1000%. C'est l'une des violences les plus fortes pour moi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je subis des violences conjugales, psychologiques chez moi, mais ça n'a rien à voir avec l'excision. Rien à voir. Et pour moi, ça reste la chose la plus grave. Parce qu'on mutile une personne. Dieu nous a formés voilà, avec des yeux, avec tout. Et le clitoris fait partie de l'être humain, enfin de la femme. Voilà. Donc on lui enlève. Qu'est-ce qui lui reste? Rien du tout. En l'occurrence, voilà. Il y a des nouveaux projets, enfin des nouveaux projets non. Il y a la chirurgie réparatrice, il y a tout ce qui s'ensuit, mais ça reste une profonde blessure. Je me demande si ça se guérit, quoi. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. L'ami qui est à côté. Vous, allez-y, ouais. Donc moi aussi, je suis une drancéenne. D'accord. Et moi aussi, j'ai vu il y a longtemps un reportage, comme toi, Rhonda, sur l'excision. Et bien, je me sens, enfin, ça m'a bouleversée. Et en tant qu'humaine, déjà, en tant que personne humaine, en tant que femme et en tant que juriste, ça me révulse. Ce sont des actes de torture et de barbarie. Et franchement, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes une personne essentielle pour les autres personnes que vous aidez depuis de longues dates, également le pire au monde. Eh bien, il n'est pas facile de parler de soi et de s'occuper de soi. Souvent, enfin, il y a des personnes, et d'ailleurs j'en fais partie, pour d'autres traumatismes, qui s'engagent à aider d'abord les autres. On n'est pas prêt toujours à parler de ses propres traumatismes, mais un jour, on rencontre parfois des personnes qui nous conduisent à... Et du coup, après, on est sur un chemin qui permet aussi bien de continuer à aider les autres, mais aussi en s'aidant soi, en réglant ses propres... voilà. Et en tout cas, je voulais remercier toutes les femmes et tous les hommes qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir au film, etc. Allez-y. Sinon, on peut différer. D'autres gens, voilà, vous pouvez prendre le temps de parler. Je suis un peu émue aujourd'hui, ça m'arrive pas très souvent. Oui. Je m'appelle Tabara et je milite également contre les violences basées sur le genre. Oui. Et j'aime bien dire, je suis une fervente militante des mutilations sexuelles féminines parce que, comme Shadia, j'en suis victime et comme beaucoup de femmes dans cette assemblée. Et je ne sais pas trop quoi dire. Vous êtes de quelle origine? Je suis guinéenne. D'accord. Je me retrouve dans ce que vous avez, que toutes ces femmes ont dit, et je pense que nous sommes toutes un peu dans ce même cercle. Et personnellement, le fait de... Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours milité à ma façon, à mon échelle, contre ces violences de manière générale. Et j'ai commencé il y a à peu près 2-3 ans à en parler sur les réseaux sociaux.
parce que c'était, sans même le savoir, une forme de thérapie pour moi. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Surtout quand on vit dans un environnement où notre violence, elle est négligée. Quand on essaie de parler de ce qu'on vit au fort intérieur de nous, on nous dit « Oh mais c'est n'importe quoi, on ne va pas vraiment exciser, c'est pas comme pour nous. » Donc on ne se sent même plus légitime. Parfois on se pose la question « Mais est-ce que je suis vraiment mutilée ?» Alors que dans notre cerveau, il y a tout. Par le GAN, c'est des partenaires. Et ce passeport, quand les familles rentrent en été dans leur pays, quand ils ont ce passeport, en fait, c'est un document qui a été validé par la ville de Paris. Quand ils partent avec ce passeport, ils peuvent dire aux familles, vous voyez, il y a une loi en France qui interdit l'excision et ces enfants sont des enfants de la République. Donc, si vous les excisez, moi, quand je rentre avec ma fille, j'irai en prison. Donc, voilà les lois, voilà les conditions, voilà. Et il y a des parents, quand ils ont eu leur régularisation à l'OFPRA pour la protection de leur enfant, s'ils excisent leur enfant, on leur retire le droit de résider sur le territoire. Donc, voilà. Aujourd'hui, tous les moyens sont mis en place et on peut être fier. La France, c'est le pays le plus doté au monde de lois qui protègent les droits humains. C'est vraiment la seule chose, c'est des moyens. Parce que lutter contre des grandes causes comme ça ne peut pas être juste je réponds à des projets pour arriver à déconstruire que ce n'est pas la religion, que la tradition ne dicte pas quelque chose qui fait mal, qui mutile, qui détruit. Parce que ça détruit. Et ça ne détruit pas que les femmes, ça détruit les hommes aussi. C'est des foyers. Quand la femme souffre, l'homme souffre. Mais personne n'en parle. Donc c'est vraiment toute la société. Voilà, c'est une gangrène. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole. C'est un sujet que je travaille depuis plus de 25 ans, que je travaille de façon très, très puissante. Depuis le 2, quand j'ai eu ça, j'ai partagé. J'ai un groupe de réseau d'universitaires, c'est chaud. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a renvoyé un message pour que je parle d'autre chose que de l'excision. Parce qu'en fait, il est très brillant, mais je n'avais pas sa bibliographie. Et il me suit depuis longtemps, il m'estime beaucoup, et je l'estime aussi, mais j'ai été très déçu. Parce que moi, je parle d'excision, et il me parle de pédophilie. Dis aux Français qu'il y a la pédophilie, il y a la pédocriminalité, etc. Je lui dis, le sujet, c'est l'excision. Alors, ne me dévie pas. Toi et moi, si tu veux, on peut discuter intellectuel universitaire, mais pour l'instant, on va parler de l'excision. Et je voudrais que tu demandes à ta femme, parce que toi, tu ne le sais pas, tu n'en souffres pas. C'est pourquoi je dis souvent, il y a une amie qui a écrit ce livre-là, La parole aux négresses. Oui. Ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement que les hommes sont ignorants. Ils ne savent pas. Et je lui ai cloué le bec en lui disant, as-tu posé la question à ton épouse, ce qu'elle ressent? Il y a un excellent film, c'est Moladé. Dans Moladé, la héroïne couche avec son mari et souffre atrocement. Cette jeune femme, j'aime beaucoup parler de Sembène Ousmane et de Moladé parce que c'est le meilleur film sur l'excision, le meilleur. Le frère, cette dame a vécu l'excision, mais alors il faut expliquer ce que c'est que l'excision. C'est une infibulation, c'est l'infibulation pharaonique où on enlève toutes les lèvres, ou bien on enlève le clitoris en bout, ou on enlève tout le clitoris, etc. C'est barbare, vous l'avez bien dit. Avec mon ami intellectuel, il m'a dit, ne dis pas barbare. J'ai dit, barbare, c'est ça, hein? Même en grec ancien, je peux te l'apprendre, c'est que c'est un barbare. Mais je ne vais pas un peu... C'est pas grave. Je lui ai dit, c'est pas grave du tout, parce que c'est pas toi qu'on a coupé. Chaque fois, je lui dis ça, je le ramène à lui. Chaque fois, je le ramène à lui. Je dis, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas, parce que tu ne l'as pas subi.
Donc, il y a beaucoup de façons de faire. C'est des excisions, c'est des infibulations, des coupures, ou bien on prend une épine pour coudre, etc., etc. Je voudrais vous rassurer pour vous dire que pour se faire réparer, toutes les femmes n'ont pas besoin de se faire réparer parce que les excisions sont différentes. Il y en a qui vont couper juste un petit bout de gland, ce qu'on appelle enlever la féminité chez l'homme ou la masculinité chez la femme. Et j'ai une image ici, voilà, qui est là. Et ce gland-là, ce petit truc-là qui ressemble. Ça, on va l'enlever, le petit bout, mais tout dépend. Vous avez dans Parole aux négresses des femmes qui vont prendre même l'ongle pour racler, je dis bien racler le clitoris. Là, on a besoin de réparer, parce qu'effectivement, la réparation, c'est quoi? Parce que le clitoris est un organe qu'on peut aller chercher, c'est un organe qui est très long. La réparation, c'est ça. D'accord? Mais la pratique est barbare. Quelqu'un a parlé du sang dans le film, le sang. Quelqu'un a parlé, effectivement, je pense que c'est Mme Oumou qui disait, même des enfants de 1 mois qui mouraient. L'ami universitaire, je lui ai dit, sais-tu qu'il y a des enfants, dès qu'ils voient la vieille dame, elles crient, et c'est ce que vous avez dit, c'est cri, avant même qu'on les touche, elles sont mortes. Mais combien d'enfants sont morts? Je lui ai dit, dis-moi. Je lui ai dit, dis-moi, combien d'enfants sont morts? Je lui ai dit, vous savez, nos traditions africaines sont méchantes. Les violences intrafamiliales. Nos coutumes, on pense que l'Afrique est un Eldorado, mais il y a trop de tabous et de silence. Moi, je suis philosophe international, je ne suis pas pour une race. Moi, c'est la vérité et la pensée. Mais comme je suis africain, je pense l'Afrique pour penser l'Afrique, P-A-N-S-E, changer les mentalités. Et donc, je suis extrêmement rugueux quand je parle. C'est pourquoi, avec mes amis universitaires, on n'est pas commode. Pas du tout. C'est un affrontement musclé. Ils vont chercher dans la Grèce antique, dans l'Égypte ancienne, je vais chercher dans l'Égypte ancienne. Ils vont chercher dans le Coran, je vais chercher dans le Coran. Ce n'est pas dit dans le Coran. Non, c'est pas dit. Merci. On en avait parlé ici, et une jeune femme qui connaissait le Coran, qui était ici, a confirmé ce que j'avais dit. Mais moi, la confirmation, je l'avais déjà. Donc, on fait beaucoup d'amalgame. La tradition et la bondo. C'est faux. Ce sont des pratiques tout simplement pour le contrôle de la femme. Le contrôle de la femme. Qu'est-ce qu'on dit? Si une femme n'est pas excisée, elle sera une putain. Oui. Elle va jouir. Elle va avoir des plaisirs. Mais de quel droit est-ce qu'on doit arrêter le plaisir de l'autre? De quel droit est-ce que je dois me projeter sur votre vie? En philosophie, on dit atteinte à la liberté de l'autre. Ici, on va dire le consentement. On ne demande même pas. Et Madame Oumou, vous avez dit une chose extrêmement importante avec nos enfants qui partent en vacances. Mais moi, je l'enseigne. Je donne des cours un peu partout sur des techniques d'écriture, etc. Et dernièrement, j'étais à Montreuil et une jeune femme m'a apprécié. Le lendemain, m'a appelé pour me dire, Monsieur Sissoko, je dois aller au pays, mais j'ai peur. J'ai dit, tu as peur de quoi? Mais j'avais déjà compris. J'avais déjà compris. J'ai dit, mais tu as peur de quoi? Il m'a dit, si je vais là-bas, ma tante ou ma mère risque d'exciser maintenant. Je lui ai dit, tu m'as parlé de toi, mais je pense que tu n'as aucun problème. Pour l'instant, tu as une priorité, c'est faire tes papiers, parce qu'elle n'a pas de papiers. Je lui ai dit, quand tu auras tes papiers, tu reviendras vers moi, on va en parler. Pour l'instant, mobilise ta pensée là-dessus. Vous voyez, j'essaie. Ce n'est pas le moment de parler de ça, parce qu'elle ne pourra pas aller au Sénégal. Non. Techniquement, non. Donc tu te fatigues. Mobilise ta pensée sur tes papiers. Quand tu les auras, tu viens me voir. Et quand tu viens, je ne connaissais pas l'idée du passeport, mais moi je vais plus loin. Je prépare au voyage, je dis aux parents africains, avant d'arriver, vous leur dites, vos enfants sont franco-sénégalais, franco-maliens, etc. Si vous les touchez, je vais être en prison, mais on viendra te chercher aussi. On viendra, parce que si tu ne dis pas ça, ils n'ont pas peur. Et 90% des pays africains ont pénalisé l'excision. Mais il y a ce qu'on appelle des survivances. Ces survivances sont ici, chez Manville, jusqu'en France. Mais, comme tu l'as bien dit, la France protège très bien. Et je dis aux parents, vous savez, ici, on a ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile. Quand nos enfants reviennent d'Afrique, parce qu'ils savent que c'est juillet-août, en septembre, c'est la rentrée scolaire. En septembre, il faut faire un passage à la PMI. Et on touche. Les sages-femmes ne sont pas idiotes, parce qu'ils prennent les Européennes comme des gens qui ne savent rien.
J'ai dit, mais vous pensez que vous avez le monopole du savoir, vous les Noirs? Il dit, tout le monde apprend. Hein? Et il y a des Européens qui sont plus forts que moi sur la pensée africaine, parce qu'ils lisent, ils apprennent, des anthropologues, etc., des médecins, des infirmières. Donc ils vont toucher, et tout de suite, ils vont se rendre compte. Et tout de suite, ça va remonter jusqu'à vous et la police sénégalaise. La police française va alerter la police sénégalaise, on viendra vous chercher. Et c'est comme ça que beaucoup de gens arrêtent de mutiler les enfants. Il faut mettre la pression dans le camp des exciseuses et des parents. Mais il faut en parler. C'est plus facile pour moi, je suis philosophe. Mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc cette tradition-là a bon dos. Cette tradition a bon dos. Et je vais vous dire aussi autre chose, les femmes aussi sont coupables. Dans la polygamie, dans la culture malinké, il y a le bilakoro. La femme non excisée, c'est une femme impure. Oui. Mais il y a tous les noms, tous les mauvais noms, les insultes, les mises à l'abri, les mises à l'index. Imaginez dans la polygamie, l'une est excisée, l'autre ne l'est pas. Celle qui est excisée va se moquer de celle qui n'est pas excisée. On a même eu des universitaires qui se sont fait exciser à 30 ans. Elles ont tout dans la tête. Mais les pesanteurs, Mme Oumou l'a dit, les pesanteurs sociales font que elles sont obligées de se faire couper pour ne pas subir. Il y en a d'autres qui résistent parce qu'elles sont fortes, mais elles sont bannies pendant un temps. Dans Moladé, ce sont les hommes, c'est pourquoi je suis très content que vous soyez là, ce sont les hommes qui ont aidé les femmes aussi. Les femmes de Moladé, c'est l'interdiction, c'est le droit d'asile. Cette femme qui a vécu l'excision, barbare, excision barbare, celle qui est barbare. Toutes les excisions sont barbares, hein. Toute coupure est barbare. Mais celle-là, il y a des degrés dans la barbarie. On lui a laissé seulement un orifice. Elle a enfanté et elle a perdu son enfant. Il y a tellement de morts qu'on ne dit pas. C'est pourquoi avec mes amis intellectuels, je leur dis arrêtez, 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 c'est pas vous qui souffrez. Et l'Afrique est très silencieuse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du silence que la vérité n'est pas là. Nous voyons ce qui est au-delà du réel. Beaucoup de mascarades. Cette dame-là a mis le Moladé, c'est un ruban rouge pour interdire l'accès à sa maison. Elle a protégé les enfants. Donc le Moladé, il faut respecter. On est dans les traditions. Les vieux du village, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, elles ont dit, mais comment elles savent que l'excision, ce n'est pas bon? Elles sont allées chercher les radios. Les vieux ont brûlé tous les postes radio. L'information, il ne faut pas être informé. C'est comme en Afghanistan, il ne faut pas lire. Ils ont brûlé les livres, vous voyez. Donc la femme, il faut la séquestrer pour qu'elle soit ignorante perpétuellement. Le frère du mari vient le voir, il lui dit, ta femme a mis le Moladé, il faut qu'elle l'enlève. Il y a le droit d'aînesse en Afrique. Il lui dit, mon frère, je ne peux pas. Ce n'est pas mes affaires. Il lui dit, je suis ton grand frère, non? Oui. Et tous les autres sont venus. Donc il était obligé de dire à sa femme d'enlever le Moladé. Elle a refusé. Elle l'a convoqué sur la place publique. Et le frère lui a donné une chicotte. Frappe ta femme jusqu'à ce qu'elle enlève le Moladé. Elle a refusé. Toutes les femmes ont dit non, non, non. Le monsieur frappé. Même moi, je suis très sensible. Mais comme j'enseigne, je suis tenu de regarder. La frappée. Elle ne sait pas, elle est restée debout. Debout. Et les autres femmes, vous voyez, qui s'approchaient. Qui s'approchaient. Et le mari qui frappait, était obligé d'arrêter. Et l'image, là où Saint-Ben Ousmane a été très fort, les hommes sont venus du côté des femmes. C'est pourquoi je vous dis, c'est superbe. On ne doit pas oublier dans ce combat les hommes. On ne doit pas les oublier. Et vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas du tout que la femme n'a pas de plaisir. L'autre dit, mon homme n'a pas de plaisir, il risque d'aller prendre une deuxième femme. Vous voyez les pesanteurs, les paradoxes dans lesquels nous vivons, etc. Et ça, c'est quoi? C'est de la souffrance mentale. C'est mon amie Amélie Mbaye
une grande artiste sénégalaise qui a écrit « L'ai-je bien coupé ?» Elle est là, hein? Aujourd'hui, elle n'est pas là, sinon elle serait venue ici. Je vais t'amener du monde ici, des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Amélie Mbaye, c'est une grande qui connaît très bien Amélie. Donc finalement, les hommes sont venus vers les femmes. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il était temps de faire une révolution. Une révolution pour arrêter effectivement cette pratique qui n'était ni dans le Coran, mais qui était seulement une coutume. Et l'ignorance fait qu'à chaque fois, on essaye de perpétuer une tradition, mais ça c'est de l'ignorance. Mais une fois que la science et les gens qui ont voyagé et les gens qui ont lu vous ouvrent les yeux, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Voilà. Mais si vous vous entêtez, ben là la sanction doit tomber. Et comme vous l'avez si bien dit, la France a pénalisé la chose. Et aujourd'hui, Yaya Diankha, qui est à Mantes-la-Jolie, m'écrit un mot. Pape, n'oublie pas de dire à ta conférence que c'est pénalisé, très sanctionné en France. C'est la prison et plus de 100 000 euros, je ne sais quoi, etc. Il me l'a envoyé aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas venir. Il est à Mantes-la-Jolie. Voilà. Il m'a dit de le dire. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il l'a dit. Et l'adolescent, à partir de l'âge de la majorité de ses 18 ans, jusqu'à ses 36 ans, peut porter plainte. Peut porter plainte, c'est ça. Pour donner la possibilité aux filles de réfléchir, de se réapproprier de leurs problèmes et de porter plainte ou pas. En tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Il faut savoir qu'il y a 230 millions de filles et de femmes qui sont excisées dans le monde. Il y a 4,5 millions de petites filles et de femmes qui le risquent chaque année dans le monde. C'est ça. Donc, c'est dans ces 4,5 millions, il faut se dire, tant de chiffres vont mourir, tant de chiffres vont souffrir. En tout cas, c'est des douleurs qui sont éparpillées un peu partout dans le monde. Ma maman, est-ce que tu veux parler? Je veux juste terminer, je veux juste terminer sur les conséquences. On l'a dit aussi, les MST, le sida, etc., parce que les outils ne sont pas aseptisés. Vous l'avez bien dit dans le musée du Niger, etc. Il faut en parler. Les outils ne sont pas du tout aseptisés. Et c'est source de transmission de VIH, de MST, d'infection des fistules, etc., etc., etc. C'est véritablement le caractère barbare. Ce qui est très important aussi, c'est que faire? La prévention. On ne va pas être seulement dans la sanction. Cet ami avec lequel je me suis disputé intellectuellement, finalement, on s'est compris, il m'a dit que toute cicatrice, toute coupure est interdite. Mais Pape, j'aimerais bien que tu parles de la philosophie de l'excision. C'est quoi? La philosophie de l'excision, c'est ce qu'on appelle des rites de passage. Ce sont des rites d'initiation. C'est comme ici, vous savez, quand vous allez dans des grandes écoles, il y avait ce qu'on appelle le bisoutage. Mais depuis peu, on a changé la donne. Parce qu'on humiliait les gens, on leur faisait manger des excréments. On n'a pas besoin de bisoutage en mangeant des excréments. On peut le faire autrement. Quand il y a eu des morts, etc., ils ont arrêté la chose. Ils pratiquent autrement. Donc, je leur ai dit, effectivement, c'est un rite de passage. On peut expliquer le sens de l'excision sans couper, sans toucher au corps, expliquer effectivement que c'est pour, par exemple, préparer au foyer, comment on s'occupe du mari, comme dans la circoncision aussi. Ce sont des trucs d'apprentissage, ce qu'on appelle l'héritage. Ce qu'on vous transmet. Pour vivre, c'est cher Amadou Ampateba qui le dit très bien, il y a un individu et il y a la personne. La personne, c'est par des rites d'initiation, l'accumulation d'un certain nombre de savoirs et de pratiques qui va te permettre de vivre avec la collectivité. Si tu es un individu, tu es seul. Quand tu es une personne, tu peux vivre avec la collectivité, etc. La femme aussi a besoin de connaître, parce que la vie est étagée. Tu ne peux pas sauter les étapes. D'accord? Donc j'ai dit, on ne coupe pas, mais on peut enseigner. L'exciseuse, c'était sa manne financière. Que faire? On peut, comment on appelle ça, changer son travail, lui demander d'aller former, d'aller faire de la prévention, etc. Moyennant quelque chose, parce que c'était sa source de revenus. Mais les gens ne travaillent pas sur ça en amont. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des survivances. Elle le fait en cachette pour avoir quelque chose. Si tu veux arrêter, donne-lui une compensation. Mais on ne le fait pas, on ne le dit pas.
Au Sénégal, maintenant, on le fait. Il y a une compensation, elles deviennent formatrices, elles prennent leur bâton de pèlerin pour leur dire « j'ai posé le couteau ». Elles le font, j'ai posé le couteau. Les marabouts le font, mais on les tape au départ, et maintenant, ils ont compris. Mais on les tapait. Les marabouts, on les tapait. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est notre tradition. Mais la tradition à bon dos, elle n'est pas bonne. Et moi, j'ai inventé un concept qu'on appelle l'entonnoir. Qu'est-ce qu'on doit prendre dans nos traditions? Qu'est-ce qu'on doit laisser? C'est ce que j'enseigne. Ça ne plaît pas, mais c'est que ça. Tout n'est pas bon à prendre. L'excision, je le mets dans la poubelle. Il y a aussi ce qu'on ne dit pas, les balafres. Il y a des balafres. Et vous l'avez très bien dit, on ne pose pas la question au sujet. Est-ce que tu veux qu'on t'excise? Mais on le prend comme un objet et on l'amène. Mais elle le dit ici, je relisais ça fait 20 ans que je lis ce truc-là. Quand je le relisais, je l'ai posé. La jeune fille, médecin avec son mari, venant de France, elle se dit, on ne va pas exciser mes enfants. Mais aussi elle est bête. Mais elle sait très bien que dès qu'elle s'absente, mais quelquefois on est dedans, on ne voit pas. Elle vient à la maison, elle ne voit pas ses enfants. D'habitude, dès qu'elle arrive, les enfants courent vers elle. Elle s'est dit, zut. Mais les enfants étaient où? Elle demande à sa maman. Elles sont dans la chambre, elles dorment. Laisse-les tranquilles. Laisse mes petites filles tranquilles. Je vous ai parlé du droit d'aînesse. Parce que quand on parle de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle la représentation culturelle de la culture africaine. Ce qu'on appelle les pesanteurs sociales, qui sont musclés. Moi, je n'ai aucun problème. Mon père était directeur d'école. Je suis philosophe. Donc, chez moi, c'est la liberté. La liberté de penser. Et c'est mon père qui me l'a appris. Et aucun de mes frères me connaît très bien. J'aime beaucoup ma famille. Mais sur certaines choses, je ne négocie rien. On ne touche pas mes enfants. On ne touche pas mon voisinage. On ne touche pas ceux que j'aime. On ne touche pas les albinos tant que je les connais. On ne touche pas le faible, etc., etc. Et ça, je l'enseigne. Moi, j'ai formé pendant 10 ans à l'UFM de Franche-Comté, c'est-à-dire les futurs enseignants, etc. Je fais de la transmission. Voilà. Donc, l'excision, c'est tout simplement une tradition mauvaise qu'il faut éradiquer. Et c'est nous tous qui devons nous liguer avec les États pour sensibiliser, informer, comme Alimatou le fait avec le khessal, les dépigmentations, etc., pour préparer les gens à comprendre. Parce qu'on ne peut pas toujours sanctionner. Avant de sanctionner, il faut informer, il faut préparer, il faut de la pédagogie. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais par la violence, on ne peut pas. Et chaque chose en son temps. Pour l'excision, les femmes qui sont victimes, le moment venu, vont parler. La parole ne se fait pas illico. Il y a une maturation de la parole, et c'est à ce moment-là, vous n'êtes pas prête, ça viendra. Voilà. La parole, elle doit venir quand elle vient. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors. Je peux prendre en photo le... Oui, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Madame Oumou voulait que vous preniez la parole. Allez-y. Elle a quelque chose.